Mes parents ont financé un voyage de luxe secret pour ma sœur en utilisant toutes mes cartes de crédit. À leur retour, la maison dans laquelle ils vivaient a été vendue aux enchères. Je m'étais déjà échappé vers un nouvel état. Je suis assise près de la fenêtre d'un petit appartement calme dans une ville où absolument personne ne connaît mon nom. Le café dans ma tasse est devenu complètement tiède. Mais pour la toute première fois de mes 38 années d'existence, le silence qui m'entoure ne semble pas lourd ou étouffant. Au lieu de cela, il ressemble à une liberté absolue et pure. Il n'y a personne qui crie mon nom depuis le bout du couloir. Il n'y a personne qui exige agressivement que je paie une facture en retard, que je cuisine un repas compliqué ou que je règle par magie un problème massif que je n'ai pas créé. Je suis entièrement seul, et c'est la chose la plus belle et la plus libératrice que j'ai jamais vécue. Mon nom est Stella. J'ai 38 ans, je suis célibataire, indépendante, et j'ai récemment fait quelque chose que la plupart des gens dans la société qualifieraient de totalement impardonnable. J'ai vendu le toit au-dessus de la tête de mes parents. J'ai jeté mon propre père, ma propre mère et ma jeune sœur à la rue sans leur offrir un seul avertissement ou une once de pitié. J'ai disparu dans la nature, emportant chaque centime qui m'appartenait de droit, et les laissant faire face à la ruine absolue et écrasante qu'ils se sont eux-mêmes infligés. Et si vous restez pour écouter l'histoire, vous comprendrez pourquoi je n'en regrette pas une seule seconde. Pour vraiment comprendre pourquoi une fille ferait quelque chose de si froid et impitoyable en apparence, vous devez comprendre l'histoire de la maison. Ce n'était pas juste un bien immobilier au hasard. C'était une immense et magnifique maison coloniale de 4 chambres qui avait été méticuleusement entretenue, que ma défunte tante Clara m'avait laissée. Clara était la sœur aînée de ma mère, mais elle était l'exact opposé de ma mère. Elle était chaleureuse. Elle était infiniment gentille. Et plus important encore, elle me voyait vraiment. En grandissant dans ma maison d'enfance, j'étais l'enfant invisible, le bouc émissaire, celle qui ne pouvait jamais rien faire de bien. Mais pour Clara, je comptais. Lorsqu'elle est tragiquement décédée il y a 5 ans d'une maladie soudaine, elle a choqué toute notre famille élargie en me laissant exclusivement sa maison entièrement payée. Elle savait exactement comment étaient mes parents. Elle savait que j'avais besoin d'un refuge, un endroit où ils ne pourraient pas me contrôler. Mais mes parents n'ont jamais, pas même pendant une fraction de seconde, considéré que c'était ma maison. Ils la voyaient comme un atout familial qui avait été temporairement et stupidement égaré entre mes mains par une vieille femme confuse. Le véritable cauchemar a commencé avec un appel téléphonique il y a 3 ans. Mon père, Howard, qui a 65 ans, et ma mère, Cynthia, qui a 62 ans, m'ont appelé tard un soir, pleurant tous les deux à chaudes larmes. Ils ont affirmé avoir fait de terribles investissements financiers imprévus et étaient sur le point d'être expulsés de leur appartement en location. Ils m'ont supplié de les aider. Ils ont joué la carte ultime de la culpabilité parentale, me rappelant tous les prétendus sacrifices qu'ils avaient faits pour m'élever, me nourrir et m'habiller. Et puis il y avait l'atout ultime, Valérie. Valérie est ma jeune sœur de 32 ans, la princesse. L'enfant prodige. Valérie venait de quitter son 3e emploi cette année-là parce que son directeur était, selon ses mots dramatiques, beaucoup trop toxique et exigeant. Mes parents m'ont imploré, demandant s'ils pouvaient juste rester dans mes chambres d'amis pendant quelques courts mois pour se remettre sur pied. Comme une imbécile absolue, complètement aveuglée par cet espoir désespéré, pathétique et présent depuis toujours que ma famille m'aimerait enfin si je prouvais ma valeur et les sauvais, j'ai cédé. J'ai ouvert mes portes. J'ai laissé entrer les vampires. Ces quelques mois promis se sont lentement et douloureusement transformés en 3 années angoissantes, et mon paisible sanctuaire s'est lentement déformé en ma propre prison personnelle et inéluctable. Vivre avec eux 3 était une classe de maître quotidienne en torture psychologique et en abus financiers. Je suis rapidement et involontairement devenu la femme de chambre à domicile, le propriétaire qui ne percevait absolument aucun loyer, et le distributeur automatique de billets personnels pour 3 adultes pleinement formés et capables. Howard et Cynthia traitaient ma maison comme un complexe de vacances gratuit tout compris. La toute première semaine où ils ont emménagé, ils ont complètement accaparé la gigantesque chambre principale, me repoussant dans l'une des petites chambres d'amis exiguës au bout du couloir. Leur raisonnement, livré par ma mère avec une petite tape condescendante sur ma joue, était qu'une femme célibataire et solitaire comme moi n'avait tout simplement pas besoin de tout cet espace. Comme ils avaient désespérément besoin du matelas très grand format pour les maux de dos chroniques de mon père, je l'ai accepté. J'avalais le manque de respect flagrant chaque jour parce que je voulais maintenir la paix. Mais le véritable cauchemar implacable de ce foyer était Valérie. Valérie a 32 ans,
mais mentalement et émotionnellement, elle fonctionne exactement comme une adolescente de 15 ans gâtée et capricieuse. Elle est le centre incontesté de l'univers de mes parents. Si Valérie avait le malheur d'éternuer, ma mère se précipitait dans la cuisine pour faire mijoter une soupe maison. Pendant ce temps, si je travaillais une journée éreintante de 14 heures à l'hôpital et rentrais à la maison morte de fatigue, à peine capable de garder les yeux ouverts, ma mère me coinçait dans le couloir pour se plaindre agressivement que j'avais oublié d'acheter la marque spécifique et ridiculement chère de lait d'amande biologique de Valérie. Valérie ne payait pas un seul centime pour les services publics, les courses hebdomadaires ou les taxes foncières qui montaient en flèche. Je payais pour absolument tout. Chaque mois, je regardais mes économies durement gagnées s'envoler juste pour garder les lumières allumées, le chauffage en marche et le grand réfrigérateur rempli des ordures biologiques de qualité supérieure que Valérie exigeait constamment. Si j'osais un jour aborder le sujet tabou de leur trouver un emploi ou de contribuer aux dépenses du ménage, la manipulation mentale était instantanée, coordonnée et brutale. Mon père frappait son poing lourd sur la table à manger, le visage rouge, criant que la famille est toujours la famille, et me traitant de sale gosse égoïste, cupide et ingrate qui thésaurisait avec avidité la richesse de tante Clara. Ma mère éclatait immédiatement en fausses larmes théâtrales, se tenant la poitrine et disant que je brisais son cœur fragile en étant si froide et obsédée par l'argent. C'est une chose vraiment malsaine et tordue. Le lien traumatique. Vous savez au fond de vous que vous êtes utilisé. Vous voyez l'injustice indéniable de la situation chaque jour de votre vie. Vous voyez votre propre mère prendre les 300 € en espèces que vous venez de lui remettre pour payer la facture d'électricité en retard et vous la regardez plutôt les utiliser pour acheter à Valérie un tout nouveau sac à main de créateur simplement parce que Valérie se sentait un peu déprimée à propos de sa récente rupture. Vous voyez tout cela clairement, mais une partie de votre cerveau profondément blessé et tordu continue de vous chuchoter que si vous essayez juste un peu plus, si vous donnez juste un peu plus de vous-même, peut-être qu'ils vous regarderont enfin de la même manière qu'ils la regardent. J'étais affamé, mendiant pratiquement pour une seule miette d'affection parentale sincère. Je pensais vraiment que mon soutien financier incessant achetait lentement leur amour et leur respect, mais la dure réalité était que tout ce qu'il achetait, c'était leur confort continu et mon épuisement physique et mental total et absolu. Je n'étais rien de plus qu'un service public pour eux. J'étais une bête de somme très pratique, très stupide et facilement manipulable, et ils avaient l'intention de me monter jusqu'à ce que je tombe raide morte. L'allumette spécifique qui a finalement mis le feu aux poudres et fait exploser toute ma vie a été frappée lors d'un mardi soir au hasard, apparemment normal. J'étais debout devant l'évier de la cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse, lavant une énorme montagne de vaisselle sale et de bols à mélanger que Valérie avait paresseusement laissé derrière elle après avoir tenté de préparer un gâteau compliqué qu'elle a finalement brûlé et jeté directement à la poubelle. Ma mère, Cynthia, est entrée lentement dans la cuisine. Elle avait ce ton de voix spécifique, maladivement doux et aigu, qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était sur le point de me demander quelque chose d'extrêmement cher. Elle a marché derrière moi et m'a doucement frotté l'épaule, un geste d'affection physique étonnamment rare qui a immédiatement mis tous mes nerfs en alerte maximale. Elle a soupiré de façon dramatique, s'appuyant contre le comptoir, et a dit « Stella, mon cœur, ton père et moi sommes dans une situation un peu terrifiante en ce moment. La plomberie dans la salle de bain du sous-sol fait un bruit de cliquetis terrible, et ton père veut vraiment acheter les matériaux pour la réparer lui-même demain matin afin de t'épargner les tracas et l'argent d'engager un plombier coûteux. De plus, Valérie a enfin décroché un grand entretien d'embauche important pour ce vendredi, et elle a désespérément besoin d'une garde-robe professionnelle pour faire bonne impression. Ton père et moi sommes complètement à court d'argent jusqu'à la fin du mois, quand nos chèques arriveront. » Elle m'a regardé avec ses grands yeux implorants et exercés. « Pourrions-nous éventuellement emprunter tes cartes de crédit juste pour le week-end ? Ton père doit aller à la quincaillerie tôt demain, et je veux emmener Valérie au centre commercial pour choisir un beau tailleur. Nous te rembourserons chaque centime à la seconde absolue où nos chèques de retraite seront encaissés. Je te le promets sur ma vie. » J'ai hésité. Vraiment. Toutes les alarmes résonnaient dans ma tête. Mais la mention de la fuite de la plomberie du sous-sol, qui pourrait endommager ma propriété, et la chance incroyablement rare et miraculeuse que Valérie obtienne réellement un vrai travail et déménage enfin, ont gravement obscurci mon jugement. Je me suis essuyé les mains, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai remis 3 de mes cartes de crédit. C'étaient mes 3 cartes avec le plafond le plus élevé que je gardais strictement pour les urgences médicales extrêmes ou les urgences de la maison. Ma mère les a arrachées de ma main avec une vitesse et un empressement qui aurait dû être mon tout premier signal d'alarme massif.
Elle m'a embrassé rapidement sur la joue et s'est précipitée hors de la pièce avant que je ne puisse changer d'avis. Le lendemain matin, la maison était un tourbillon d'énergie chaotique. Ils faisaient agressivement de grosses valises dans le salon. Quand j'ai demandé pourquoi diable ils avaient besoin de 3 grands et lourds sacs à roulettes pour une simple excursion d'une journée au centre commercial local et à la quincaillerie du quartier, mon père a mentionné avec désinvolture et douceur que son frère, mon oncle Gary, était soudainement tombé gravement malade dans l'état voisin. Ils ont dit qu'ils allaient conduire jusqu'à la campagne glaciale pour lui rendre visite pour le week-end, et ils emmenaient Valérie avec eux pour lui changer les idées de son intense nervosité pour l'entretien. Ils m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, ont empilé tous leurs lourds bagages dans leur voiture et sont partis dans la rue. J'ai été laissé complètement seul dans la maison immense et silencieuse. Au début, c'était profondément paisible. J'ai vraiment apprécié le silence, mais vendredi soir, cette paix fragile a été définitivement brisée. Mon téléphone a vibré violemment sur la table basse avec un message texte automatisé de ma banque. C'était une alerte de fraude sévère me demandant de vérifier d'urgence une transaction hautement suspecte. Le message texte automatisé m'a regardé depuis l'écran très éclairé de mon téléphone, me glaçant complètement le sang. Il me demandait de confirmer un débit de 450 € dans un restaurant de fruits de mer exclusif et haut de gamme situé à Miami, en Floride. Miami. Mon oncle Gary vit dans une ville agricole rurale, désolée et glaciale de l'Ohio. Il n'y avait absolument aucune raison logique sur Terre pour que ma carte de crédit d'urgence soit glissée dans un établissement de restauration de luxe au bord de l'eau à South Beach. Un œuf froid, lourd et nauséeux s'est instantanément formé au creux de mon estomac. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton d'appel pour le téléphone portable de ma mère. Cela a sonné 2 fois et est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé le numéro de mon père ensuite. Directement sur la messagerie vocale. La panique montant dans ma poitrine, j'ai essayé le téléphone de Valérie. Messagerie vocale à nouveau. Mon cœur a commencé à battre agressivement contre mes côtes, résonnant dans mes oreilles. J'ai désespérément essayé de rationaliser la situation. J'ai fait les 100 pas dans le salon, me disant que leur portefeuille avait peut-être été volé dans une station-service sur le chemin de l'Ohio. Peut-être que quelqu'un avait copié les numéros de carte au centre commercial local avant leur départ. J'avais désespérément besoin de savoir ce qui se passait avant d'annuler les cartes et de potentiellement les laisser sans argent. Mon habitude nerveuse enracinée chaque fois que je fais une grave crise d'angoisse est de nettoyer. J'ai attrapé un plumeau, une bouteille de spray à l'eau de Javel et un sac poubelle et j'ai commencé à nettoyer agressivement le salon, puis le couloir, et finalement, sans réfléchir, j'ai poussé la porte de la chambre de mes parents pour vider leur corbeille à papier. La chambre sentait fortement le parfum floral bon marché et écrasant de ma mère et la puanteur persistante des cigares froids de mon père. Le lit très grand format n'était pas fait, les couvertures emmêlées partout. Et là, posée innocemment sur la table de chevet en bois, branchée directement sur le chargeur mural, se trouvait la vieille tablette de ma mère. Elle avait laissé son iPad derrière elle dans sa précipitation pour faire ses valises. Alors que je tendais la main pour attraper la poubelle, l'écran de l'iPad a soudainement illuminé le coin sombre de la pièce avec un léger ping brillant. Une bannière de notification est descendue du haut de l'écran. Puis un autre ping et un autre. La batterie était complètement chargée et l'appareil était toujours connecté à mon réseau Internet sans fil domestique. Mes pieds se sont dirigés vers la table de chevet avant même que mon cerveau conscient ne réalise ce que je faisais. Je n'ai jamais de toute ma vie été le genre de personne à fouiller dans les appareils personnels d'autres personnes ou à lire leurs journaux intimes, mais l'effroi nauséeux dans mon estomac me criait de regarder. J'ai appuyé sur le bouton d'accueil. Ma mère n'utilisait jamais de code d'accès parce qu'elle prétendait constamment être trop vieille pour se souvenir des chiffres. L'iPad s'est déverrouillé instantanément, s'ouvrant directement sur son application de messagerie. Il y avait une discussion de groupe qui explosait activement de nouveaux messages non lus. Le nom de la discussion de groupe, tapé en lettres grasses avec un emoji étincelant, était La vie de rêve de Valérie. Il y avait 4 personnes dans cette discussion de groupe. Ma mère, mon père, Valérie, et un 4e numéro de téléphone que je n'ai pas immédiatement reconnu, qui j'ai rapidement réalisé d'après la photo de profil appartenait au nouveau petit ami minable et chroniquement au chômage de Valérie. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai failli faire tomber la lourde tablette sur le sol. Je me tenais là, tenant l'iPad avec une poigne à m'en faire blanchir les jointures, fixant l'écran lumineux alors que toute ma perception de la réalité commençait à se fracturer agressivement. Je ne voulais pas le lire.
Une partie de mon cerveau savait avec une certitude absolue qu'ouvrir cette discussion et lire ces mots signifierait franchir un horrible point de non-retour. Mais j'ai quand même cliqué sur le fil de discussion. La toute première chose sur laquelle mes yeux se sont concentrés était une photographie en haute résolution envoyée par Valérie il y a tout juste 3 minutes. C'était un selfie d'elle et de son petit ami suffisant, trinquant avec de hautes flûtes en cristal de champagne hors de prix sur un balcon baigné de soleil surplombant un océan turquoise et cristallin. Elle portait un tout nouveau maillot de bain et une paire de lunettes de soleil de créateur surdimensionnées dont je savais pertinemment qu'elles coûtaient au moins 500 €. La légende sous la photo disait « Nous vivons nos meilleures vies absolues. Miami et tout. Merci pour les verres, maman et papa. » J'ai fait défiler vers le haut, mon souffle se bloquant douloureusement dans ma gorge serrée. J'ai lu des jours de messages en rafale. Il n'était jamais allé dans l'Ohio. L'oncle Gary n'était pas malade. L'oncle Gary ne savait probablement même pas qu'il voyageait. Ils avaient méticuleusement planifié de somptueuses vacances de 5 étoiles d'une semaine à Miami, en Floride, et ils finançaient chaque seconde extravagante de celle-ci en utilisant mes cartes de crédit d'urgence. Mon père avait envoyé une photo plus tôt cet après-midi-là d'un énorme plateau de fruits de mer empilés de homards entiers, de pâtes de crabe et d'huîtres fraîches. Ma mère avait répondu au groupe « Commande une autre bouteille de vin cher, Howard. Le temps au bord de la piscine est absolument parfait aujourd'hui. » Le petit ami de Valérie est intervenu juste après « Merci beaucoup pour le voyage, les gars. Ce complexe balnéaire est totalement dingue. » Puis sont venus les messages spécifiques qui m'ont véritablement et fondamentalement brisé en tant qu'être humain. Valérie a demandé à ma mère dans la discussion s'il dépensait un peu trop d'argent trop rapidement. « Es-tu absolument sûr que Stella ne gèlera pas les cartes avant que nous allions faire du shopping demain ?» a-t-elle écrit. La réponse immédiate de ma mère a été une balle tirée directement dans ma poitrine. « Oh, ne t'inquiète même pas pour cette vache stupide » a écrit Cynthia, ses mots brûlant mes rétines. « Continue à utiliser les cartes, ma chérie. Stella est beaucoup trop bête et beaucoup trop occupée à travailler ses postes misérables pour vérifier ses relevés bancaires pendant la semaine. Elle est si désespérée qu'on l'aime qu'elle paie aveuglément tout ce que dit la facture à la fin du mois. Ses limites combinées dépassent les 20 000 €. Nous méritons absolument ces vacances de luxe après avoir supporté son attitude misérable et déprimante toute l'année. Elle est le distributeur automatique de billets le plus facile et le plus pathétique au monde. Ma propre mère, la femme qui m'a donné la vie, qui m'a tenu quand j'étais bébé. Elle m'a appelé une vache stupide. Elle m'a appelé un distributeur automatique de billets pathétiques. Je me suis lentement assise sur le bord de leur matelas défait parce que mes jambes tremblantes ne pouvaient littéralement plus supporter le poids de mon corps. Le pur sentiment du droit acquis à couper le souffle, le manque absolu et total de décence humaine fondamentale, était stupéfiant. J'ai sorti mon téléphone de ma poche d'une main tremblante et je me suis connecté directement à mon application bancaire sécurisée pour vérifier les soldes en attente sur les 3 cartes que j'avais remises. Mon estomac s'est retourné violemment et j'ai failli vomir juste là sur la moquette. En seulement 3 petits jours, ils avaient réussi à accumuler 18 200 € de frais en attente, des billets d'avion en première classe, une suite d'hôtels de luxe en bord de mer, de multiples soins de spa, des boutiques de vêtements de créateurs haut de gamme. Des restaurants de grillades gastronomiques. 18 000 € de mon argent durement gagné volé par des mensonges élaborés et de la manipulation émotionnelle pendant que j'étais à la maison à gratter littéralement le gâteau brûlé sur leur vaisselle sale. Je voulais crier jusqu'à ce que mes cordes vocales se cassent. Je voulais fracasser l'iPad contre le mur de la chambre. Mais un instinct sombre, horrible et de préservation au fond de mon esprit m'a dit de continuer à faire défiler l'historique des discussions vers le haut. Je devais voir exactement jusqu'où allait cette pourriture toxique. J'ai fait défiler des semaines de plaintes banales sur ma cuisine et ma personnalité. Puis j'ai fait défiler des mois. Je suis remonté jusqu'au message daté de fin janvier, il y a près de 3 mois, et ce que j'ai trouvé caché dans ces anciens textes a fait passer le vol de 18 000 € sur carte de crédit pour un malentendu mineur et innocent. Le vol financier n'était que la cerise sur le gâteau. Le véritable plan sous-jacent qu'il développait était d'un niveau de malveillance pure et calculé que je ne pensais sincèrement pas ma famille capable d'exécuter. Valérie avait initié une conversation sérieuse dans la discussion en janvier. Elle se plaignait agressivement que son petit ami voulait qu'ils emménagent ensemble et se marient, mais il refusait catégoriquement de vivre dans une maison où j'étais présente. « J'ai désespérément besoin de la maison de Stella » a écrit Valérie, son attitude de princesse dégoulinante de chaque mot. Elle est énorme. Elle est située dans un quartier incroyable.
Elle est entièrement payée et elle est absolument parfaite pour quand nous voudrons fonder une famille l'année prochaine. Mais elle est beaucoup trop têtue et elle ne déménagera jamais de son plein gré, et nous n'avons évidemment pas les moyens de racheter sa part de la propriété. Mon père, Howard, a répondu presque immédiatement. Ta mère et moi avons eu des réunions secrètes avec un avocat en centre-ville. Il y a un moyen légal de faire cela, Valérie, mais cela nécessite une patience extrême et une documentation minutieuse. J'ai lu les blocs de texte massifs suivants avec ma main fermement plaquée sur ma bouche pour m'empêcher physiquement de sangloter à voix haute et d'alerter les voisins. Howard a expliqué méthodiquement à Valérie qu'ils allaient commencer à construire lentement un faux profil médical sur moi. Il prévoyait activement de demander une mise sous tutelle. Pour ceux qui ne le savent pas, une tutelle est une procédure légale sévère par laquelle un juge retire officiellement à un adulte ses droits légaux fondamentaux, le déclarant incompétent, et confie le contrôle financier et médical total de sa vie et de ses biens à un tuteur désigné. Généralement un membre de la famille, en raison d'une grave incapacité mentale. Nous devons juste documenter lourdement et prouver à un juge qu'elle est complètement instable mentalement et représente un grave danger pour elle-même, a écrit Cynthia dans la discussion, soulignant sa trahison. Howard a dit, nous devrions commencer à l'enregistrer secrètement sur nos téléphones quand elle rentre d'une longue journée à l'hôpital. Tu sais comment elle attrape ses terribles migraines et devient super irritable quand la maison est bruyante ou quand elle est épuisée et oublie où elle a mis ses clés de voiture. Nous enregistrons ces moments exacts. Nous la poussons délibérément à bout et la provoquons jusqu'à ce qu'elle craque et crie. Et nous la filmons ayant l'air totalement folle et déséquilibrée. Nous apporterons ces vidéos à un médecin et leur dirons qu'elle présente des signes précoces graves de démence agressive précoce et de dépression psychotique. Howard a ajouté le coup de grâce final. Une fois que le juge aura regardé les vidéos et nous aura accordé la tutelle médicale d'urgence, nous aurons le contrôle légal total sur elle et sur tous ses biens. Nous pourrons transférer légalement l'acte de propriété de la maison directement à nos noms, puis nous t'offrirons simplement la propriété, Valérie, comme cadeau de mariage. Nous placerons juste Stella dans un établissement psychiatrique géré par l'État ou dans une maison de retraite médicalisée fermée et bon marché. C'est pour son propre bien, vraiment. Elle travaille beaucoup trop dur de toute façon. Elle a besoin d'un repos permanent. Ils allaient m'institutionnaliser. Mes propres parents complotaient méticuleusement et patiemment pour me manipuler mentalement, fabriquer une maladie mentale grave, me priver complètement de mes droits humains fondamentaux, m'enfermer dans un service psychiatrique contre ma volonté. Et voler la maison de plusieurs centaines de milliers d'euros que ma tante Clara m'avait donnée. De plus, leur précieux et inutile enfant prodige pourrait avoir une maison de luxe gratuite pour son petit ami minable. Il ne voulait pas seulement vider mes comptes bancaires. Il voulait effacer entièrement mon existence de la société. Il voulait détruire toute ma vie, m'enfermer dans une cellule capitonnée pour pouvoir confortablement et légalement enjamber mon corps vivant. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis resté assise là, figée sur le bord de leur lit. Le soleil éclatant à l'extérieur de la fenêtre de la chambre s'est lentement effacé au crépuscule, plongeant la pièce en désordre dans des ombres profondes et froides. Je me sentais entièrement engourdi de la tête aux pieds, enveloppé étroitement dans une couverture lourde et étouffante d'incrédulité pure. Mon esprit essayait agressivement et continuellement de rejeter les mots horribles qui brillaient sur l'écran de la tablette, essayant désespérément de trouver une sorte de blague malade et tordue ou un énorme malentendu caché dans le texte, mais il n'y en avait absolument aucun. C'était une intention prédatrice, froide et hautement calculée, tracée sur des mois de planification minutieuse. Soudain, l'engourdissement protecteur s'est brisé en 1 million de morceaux, rapidement remplacé par une douleur physique et atroce si aiguë et intense qu'elle m'a complètement plié en deux. J'ai fait tomber l'iPad sur le matelas, je suis tombé lourdement à genoux sur la moquette de la chambre et j'ai pleuré. J'ai sangloté bruyamment, violemment, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et ait le goût du sang, pleurant la famille aimante que je pensais bêtement avoir. Pleurant les parents que j'avais passé 38 longues années à essayer désespérément d'impressionner et de satisfaire. J'ai pleuré amèrement pour la petite fille en moi qui voulait juste que sa mère la prenne dans ses bras, et pour la femme adulte qui avait stupidement sacrifié sa jeunesse, sa sécurité financière et sa paix quotidienne pour des gens qui la considéraient littéralement comme du bétail attendant d'être abattu pour le profit. Mais ensuite, alors que j'étais agenouillé là dans le noir, quelque chose de miraculeux et de fondamental s'est produit dans mon cerveau. Les larmes chaudes ont complètement cessé de couler. Un calme étrange, glacial et terriblement clair a envahi tout mon corps, en commençant par ma poitrine et en se propageant jusqu'au bout de mes doigts. Le lien traumatique, cette chaîne invisible et toxique de culpabilité et d'obligation qui m'avait maintenu désespérément attaché à leurs abus toute ma vie, a tout simplement lâché.
Il s'est rompu complètement. Il avait entièrement disparu. À sa place se trouvait une rage féroce, hautement protectrice et impitoyablement calculatrice. J'ai essuyé mon visage mouillé avec le dos de ma main, je me suis levé lentement et j'ai repris l'iPad sur le lit. Je ne me sentais plus comme une victime pathétique en pleurs. Je me sentais incroyablement dangereuse. J'ai sorti mon téléphone portable personnel de ma poche et j'ai pris méticuleusement et soigneusement des photographies en haute résolution de chaque message sur l'écran de l'iPad. J'ai capturé chaque reçu de vol, chaque photo de buvant du champagne hors de prix, chaque discussion détaillée sur la mise sous tutelle frauduleuse, chaque insulte horrible dirigée contre moi. J'ai immédiatement téléchargé tous les fichiers d'images sur 2 disques de stockage en nuages distincts et hautement sécurisés dont j'étais la seule à avoir les mots de passe. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne au monde en qui j'avais vraiment confiance, Hélène. Elle était ma voisine d'à côté, une institutrice à la retraite et ma plus proche et plus féroce amie. Elle avait observé la dynamique abusive et parasitaire de ma famille se dérouler par-dessus la clôture pendant des années et m'avait constamment et passionnément supplié de les expulser de ma maison. Hélène, ai-je dit, ma voix étrangement stable et dépourvue de toute émotion. J'ai besoin que tu viennes chez moi à la seconde même. Apporte ton ordinateur portable. J'ai besoin d'un témoin crédible et j'ai besoin d'un conseil de guerre. Elle se tenait à ma porte d'entrée en moins de 3 minutes, portant son pyjama. Quand elle est entrée dans la cuisine et a vu le regard totalement mort et froid sur mon visage, elle n'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Elle a juste tiré une chaise et s'est assise en silence. J'ai placé l'iPad directement devant elle sur la table et je lui ai simplement dit de lire la discussion de groupe. Je suis resté là, les bras croisés, et j'ai regardé le visage d'Hélène passer rapidement d'une confusion totale à une horreur naissante puis à une fureur pure et absolue. Quand elle a finalement atteint la partie détaillée sur la tutelle psychiatrique, elle a frappé violemment ses 2 mains sur la table de la cuisine. « Stella, ces gens sont de vrais monstres » a soufflé Hélène, les yeux écarquillés par le choc et le dégoût. Ce n'est plus seulement un drame familial toxique. C'est une conspiration criminelle. Tu dois appeler la police immédiatement. Je le ferai, ai-je dit, ma voix froide, plate et décisive. Mais d'abord, je vais m'assurer absolument qu'ils n'ont plus rien à retrouver en rentrant. Ils voulaient voler ma maison. Je vais m'assurer qu'ils n'y remettront plus jamais un seul pied. J'ai regardé le calendrier accroché au mur de la cuisine. C'était vendredi soir. Ils devaient rentrer de Miami jeudi après-midi. J'avais exactement 5 jours pour réduire légalement tout leur monde en cendres et disparaître sans laisser de traces. À la première heure lundi matin, je n'ai pas mis ma tenue d'infirmière. Je n'ai pas conduit jusqu'à mon poste prévu à l'hôpital. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et je me suis fait porter pâle pour toute la semaine, affirmant d'une voix plate et sans émotion que j'avais une urgence familiale grave et inattendue à régler. Ce n'était pas un mensonge. En aucune façon. Ma famille biologique essayait activement de détruire toute mon existence, ce qui constitue certainement une urgence massive dans mon livre. Je me suis douché, je me suis habillé avec mes vêtements les plus élégants et professionnels, et j'ai conduit directement vers l'immeuble de bureau chic du centre-ville d'un avocat spécialisé en droit de la famille et de l'immobilier hautement recommandé nommé Victor. Hélène m'avait donné sa carte de visite la nuit précédente, promettant qu'il était un défenseur impitoyable des victimes d'abus financiers. Je suis entré dans son bureau aux boiseries soigneusement rangées, je me suis assise dans le lourd fauteuil en cuir directement en face de son imposant bureau en chêne, et sans prononcer un seul mot d'introduction. Je lui ai tendu une épaisse pile imprimée des captures d'écran en haute résolution que j'avais prises de l'iPad abandonné de ma mère. Victor a ajusté ses lunettes à monture métallique, s'est penché en arrière dans son fauteuil confortable et a commencé à lire les pages une par une. Je suis resté assise là dans un silence de cathédrale pour ce qui a semblé être une éternité, écoutant le tic-tac rythmique de l'horloge murale antique, regardant son expression professionnelle et neutre se transformer lentement et dramatiquement en un dégoût profond et visible. Quand il a finalement atteint la section imprimée détaillant le complot de tutelle psychiatrique complexe et horrible, il a complètement enlevé ses lunettes, les a jetées sur son bureau et s'est frotté agressivement l'arête du nez. « Stella » a dit Victor, sa voix grave, lourde et complètement sérieuse. Ce que vos parents et votre jeune sœur complotent dans ces messages textes n'est pas seulement un comportement familial profondément immoral ou toxique. C'est une conspiration criminelle malveillante et hautement organisée pour commettre une fraude médicale et financière. L'utilisation non autorisée de vos cartes de crédit est à elle seule un crime grave compte tenu du montant massif en jeu. Mais fabriquer activement une maladie mentale grave, prévoir de manipuler un juge,
tenter de vous priver de vos droits humains fondamentaux, et comploter pour voler votre bien immobilier. C'est un scénario de cauchemar littéral, et c'est hautement illégal. J'ai hoché la tête lentement, sentant ce calme glacial maintenir ma colonne vertébrale complètement droite et rigide. Je sais que ce sont des monstres, ai-je répondu. Ma question pour vous est, que dois-je faire exactement en ce moment? Puis-je les poursuivre en justice? Puis-je les faire arrêter quand ils atterriront à l'aéroport? Victor a soupiré lourdement, se penchant en avant sur son bureau et croisant les mains. Vous le pourriez absolument, a-t-il expliqué patiemment. Nous pourrions déposer des injonctions légales immédiates. Nous pourrions porter plainte pour fraude criminelle et nous pourrions les traîner devant le système judiciaire public dans un avenir prévisible. Mais voici la vérité laide, honnête et brutale sur le système judiciaire américain. Stella, cela prend un temps incroyablement long et épuisant. Un procès compliqué comme celui-ci prendrait de nombreux mois, voire plusieurs années pour être entièrement résolu devant un juge. Pendant tout ce temps misérable, vos parents et votre sœur vivraient probablement encore légalement dans votre maison en tant que locataires établis, faisant de votre vie quotidienne un enfer vivant, traînant votre bonne réputation dans la boue auprès de vos voisins. Et essayant constamment de trouver de nouvelles façons d'exécuter leurs plans malades. Vous mèneriez une guerre d'usure écrasante et destructrice pour l'âme. Alors, quelle est l'alternative, ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, redoutant l'idée de passer des années à combattre mon propre sang dans une salle d'audience. L'alternative est une politique de la terre brûlée totale, a déclaré Victor, me regardant directement et intensément dans les yeux. L'acte de propriété de cette maison coloniale est à votre nom et à votre nom seulement. Votre tante Clara s'en est absolument assurée lorsqu'elle a rédigé son testament. Vous n'avez besoin de la permission, de la signature ou de la bénédiction de personne pour la vendre. Si vous voulez vous protéger immédiatement et de façon permanente, vous vendez la propriété cette semaine. Vous liquidez cet atout massif. Une fois la maison vendue à un tiers et l'argent déposé en toute sécurité dans un tout nouveau compte bancaire dont ils ignorent l'existence, il ne leur reste absolument plus rien à voler. Vous coupez l'oxygène à leur plan parasitaire et vous disparaissez. L'idée radicale m'a frappé comme un coup physique à la poitrine, suivi immédiatement par une énorme vague d'adrénaline pure. Vendre la maison. La belle maison de tante Clara. Le seul endroit où je m'étais jamais senti en sécurité. Mais j'ai rapidement réalisé que Victor avait tout à fait raison. La maison n'était que du bois, du verre et des briques. La garder signifiait rester piégé en plein dans leur ligne de mire, attendant d'être institutionnalisé. La vendre signifiait une liberté totale et indéniable. J'ai accepté immédiatement. Victor a rédigé une lettre de mise en demeure stricte à garder en attente. Mon arrêt suivant a été ma banque locale. Je suis entré dans la succursale principale, j'ai contourné la file d'attente des guichets et j'ai exigé de m'asseoir en privé avec la directrice de la succursale. Je lui ai montré les 18 200 € de frais de luxe en attente de Miami. J'ai officiellement et légalement signalé chaque centime comme frauduleux et complètement non autorisé. La directrice était incroyablement compatissante et visiblement choquée. Elle a immédiatement gelé mes comptes chèques, annulé définitivement les 3 cartes de crédit et initié une enquête pour fraude officielle et agressive du côté de la banque. Elle m'a averti que le service des fraudes de la banque poursuivrait impitoyablement les individus qui avaient effectué les dépenses pour récupérer les fonds volés. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit de s'en prendre à mes parents avec tout ce qu'elle avait. À midi, le lundi, le piège financier était parfaitement en place. Maintenant, j'avais désespérément besoin de me débarrasser de l'immense maison. À la première heure mardi matin, j'ai rencontré Rachel, un courtier immobilier agressif et haut de gamme que Victor avait personnellement recommandé pour les situations nécessitant une discrétion et une rapidité extrême. Rachel était une femme vive et sans fioriture dans un tailleur bleu marine parfaitement ajusté qui avait l'air de conclure régulièrement des transactions immobilières d'1 million d'euros avant de terminer son café du matin. Nous nous sommes rencontrés chez moi et je lui ai fait faire le grand tour de la propriété. Je n'ai pas édulcoré la situation ni essayé de cacher la réalité désordonnée. Je lui ai dit clairement que je faisais face à une situation familiale hautement dangereuse, toxique et légalement précaire, et que j'avais besoin que la propriété soit complètement vendue, conclue et transférée entièrement de mon nom légal en moins de 4 jours. Je lui ai dit que j'avais absolument besoin de l'argent sur mon compte bancaire avant jeudi après-midi, juste avant que ma famille prédatrice ne revienne de ses vacances de luxe frauduleuses. Rachel a cessé d'écrire des notes sur son porte-bloc argenté, a lentement baissé son stylo et m'a regardé comme si j'avais complètement perdu la tête. Stella, a-t-elle commencé,
sont-on soigneusement mesurés. Une transaction immobilière résidentielle standard prend 30 à 60 jours minimum. Il y a des évaluations obligatoires, des approbations de financement bancaire pour les acheteurs, de multiples inspections approfondies de la maison. Des recherches de titres et des négociations interminables concernant les réparations. Faire tout cela en 4 jours sur le marché résidentiel ouvert est mathématiquement et physiquement impossible. Alors nous ne le faisons tout simplement pas sur le marché ouvert, ai-je répondu, ma voix dure, plate et complètement inébranlable. Victor a explicitement mentionné que vous avez des liens profonds avec des investisseurs privés en espèces. Le genre de personnes riches qui achètent des propriétés en difficulté entièrement dans l'état où elles se trouvent, sans exiger aucune inspection. Simplement pour les rénover et les revendre avec un profit. Je sais pertinemment que la maison a été officiellement évaluée à 400 000 € à la fin de l'année dernière. Je me fiche d'obtenir la pleine juste valeur marchande. Je veux juste qu'elle disparaisse. Vendez-la à un acheteur au comptant. Aujourd'hui. Mettez-la aux enchères d'urgence privée s'il le faut. Rachel m'a dévisagé en silence pendant un long moment de tension, évaluant profondément à quel point j'étais vraiment sérieuse et désespérée. Elle a finalement hoché la tête, a sorti son smartphone et a immédiatement commencé à passer des appels téléphoniques rapides. Mardi après-midi, Rachel avait réussi à organiser la visite de la maison par 3 différents investisseurs immobiliers privés. C'étaient des hommes calmes et observateurs, portant des polos décontractés, qui marchaient rapidement de pièce en pièce, inspectant lourdement les fondations en béton du sous-sol, examinant l'état du toit depuis le jardin à l'arrière et vérifiant la plomberie en cuivre. Ils ne se souciaient pas du tout du papier peint floral démodé, des chambres d'amis en désordre ou du jardin envahi par la végétation. Ils ne se souciaient que des os solides de la maison coloniale et de leurs marges bénéficiaires futures potentielles. Mardi soir, juste au coucher du soleil, Rachel m'a appelé avec les résultats finaux de son réseautage frénétique. J'ai un acheteur solide, a-t-elle annoncé au téléphone. C'est un gros rénovateur local qui a des millions en capital liquide. Il est prêt à prendre la maison exactement comme elle est en ce moment. Aucune inspection, aucune réparation demandée, complètement en l'état avec toutes les ordures laissées à l'intérieur. Mais parce que vous exigez agressivement un délai de clôture de 4 jours, il tire fortement parti de votre urgence extrême. Son offre finale en espèces, absolument non négociable, est de 280 000 €. Stella, j'ai besoin que vous compreniez que vous laissez intentionnellement plus de 120 000 € de valeur nette pure sur la table en faisant cela. Je n'ai même pas hésité une seule seconde. Acceptez l'offre immédiatement, lui ai-je dit sans broncher. 280 000 € était encore une somme d'argent vraiment massive. C'était plus que suffisant en liquidité pour commencer confortablement une toute nouvelle vie sécurisée absolument n'importe où dans le pays. Perdre ses capitaux propres à 6 chiffres ne signifiait absolument rien pour moi comparé à l'immense, écrasante et enivrante satisfaction de savoir que j'étais sur le point de couper agressivement l'herbe sous le pied de mes parents et de ma sœur. Ils voulaient une maison à 400 000 €. Ils étaient prêts à enfermer leur propre fille dans un service psychiatrique pour l'obtenir. Maintenant, ils n'allaient absolument rien obtenir à part les vêtements dans leur valise. Rachel a immédiatement rédigé les contrats numériques juridiquement contraignants. L'acheteur au comptant a transféré avec succès les lourdes arts directement sur le compte de dépôt sécurisé de la société de titres cette même nuit. La société de titres, agressivement poussée par Victor et Rachel, a commencé à accélérer la recherche obligatoire des titres et à préparer à la hâte les documents de clôture finaux pour jeudi matin. Le compte à rebours final avait officiellement commencé. J'avais exactement 48 heures pour effacer l'intégralité de mes 38 ans d'existence de cette propriété. Mercredi fut un flou absolu de travail physique épuisant, impitoyable et hautement méthodique. Je me suis réveillé aux aurores, alimenté entièrement par 3 tasses de café noir et une rage froide et frémissante, et j'ai commencé le processus méticuleux de démantèlement complet de toute ma vie. J'ai commencé par ma propre petite chambre. J'ai impitoyablement emballé seulement le strict minimum essentiel dans 2 grandes et solides valises à roulettes. Mes vêtements préférés et les plus confortables, tous mes documents légaux importants, mon acte de naissance, mon ordinateur portable et une petite et lourde boîte verrouillable ignifuge contenant les bijoux vintage de tante Clara et ses vieux albums de photographies fragiles. Tout le reste, les lourds meubles de chambre en chêne, la télévision à écran plat, les innombrables bibelots décoratifs et livres que j'avais accumulés au fil des ans, je les laissais exactement là où il était. Le contrat immobilier stipulait spécifiquement et légalement que l'acheteur au comptant achetait la maison entièrement en l'état, ce qui signifie que tous les meubles,
Ordures ou effets personnels laissés sur place seraient simplement jetés directement dans une immense benne à ordures commerciale par son équipe de démolition agressive le vendredi matin. Ensuite, je suis délibérément entré dans la chambre principale, l'immense pièce que mes parents avaient sans vergogne et avec arrogance réquisitionnée il y a 3 ans. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé la vaste et désordonnée collection de romans d'amour bon marché de ma mère empilés sur les tables de chevet et le ridicule et incroyablement cher ensemble de clubs de golf de mon père appuyé dans le coin. J'ai marché lentement dans le couloir et j'ai regardé dans la chambre de Valérie, qui était une zone de catastrophe absolument dégoûtante de maquillage cher renversé. De vêtements de créateurs jetés et de chaussures haut de gamme que j'avais indirectement payés au fil des ans en couvrant toutes leurs dépenses de subsistance. Une minuscule partie de mon cerveau, profondément conditionné et pathétique, a ressenti une brève et fugace pointe de culpabilité familiale à l'idée de laisser intentionnellement tous leurs effets personnels chéris être jetés sans cœur dans une décharge municipale. Mais ensuite je me suis souvenu très clairement des messages textes brillants sur l'iPad. Je me suis souvenu de ma mère me qualifiant avec désinvolture de vache stupide. Je me suis souvenu de mon père complotant méticuleusement avec un avocat pour m'enfermer légalement dans un service psychiatrique pour le reste de ma vie naturelle. La culpabilité a disparu instantanément, s'évaporant complètement, remplacée par une satisfaction froide, dure et impénétrable. Je n'ai pas touché un seul de leurs objets. Que l'équipe de démolition s'occupe de leurs ordures. Ensuite, je me suis assise à la table vide de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai systématiquement commencé à faire une longue liste d'appels téléphoniques. J'ai appelé la compagnie d'électricité locale, le service municipal des eaux et des égouts, le fournisseur de gaz naturel et le fournisseur de services Internet à haut débit. J'ai formellement et explicitement demandé que chaque service public enregistré sous mon nom légal à cette adresse soit complètement déconnecté et physiquement coupé à 17h précises le jeudi soir. J'ai payé les soldes finaux au prorata par téléphone en utilisant ma carte de débit. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et je me suis mis au travail pour sécuriser mes finances. J'étais déjà allé en ligne et j'avais ouvert un tout nouveau compte chèque et d'épargne hautement sécurisé auprès d'une institution bancaire nationale complètement différente, une qui avait des succursales physiques dans l'état lointain vers lequel je prévoyais de fuir. J'ai transféré électroniquement chaque dollar disponible de mes anciens comptes locaux directement vers les nouveaux comptes cachés. J'ai officiellement changé mon adresse postale auprès du bureau de poste pour une boîte postale privée et anonyme située dans un fuseau horaire complètement différent. J'ai méticuleusement effacé chaque trace de mon empreinte financière de cette maison physique. Mercredi soir, l'immense maison coloniale semblait complètement différente. Ce n'était plus un foyer chaleureux. Ce n'était qu'une coquille vide et creuse attendant d'être violemment jetée. J'ai dormi de façon agitée sur le canapé du salon dans mes vêtements, écoutant le silence de mort, complètement prête pour l'acte final de mon évasion. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel bleu clair et lumineux et un soleil chaud qui semblait beaucoup trop joyeux pour la destruction absolue que j'étais en train de finaliser. J'ai rencontré Rachel à l'immeuble de bureaux moderne et élégant de la société de titres au centre-ville à 9h précises du matin. Le riche investisseur en espèces était déjà là dans la salle de conférence. Buvant nonchalamment un expresso offert et ayant l'air complètement ennuyé par tout le processus. Nous nous sommes assis autour d'une immense table de conférence en verre polié. Pendant toute l'heure qui a suivi, j'ai systématiquement signé mon nom légal sur des dizaines d'épais documents immobiliers compliqués. Avec chaque trait de plume, avec chaque signature confirmant le transfert de l'acte de propriété, j'ai senti un poids lourd et étouffant de toute une vie se soulever physiquement de ma poitrine. Je cédais définitivement la maison, oui, mais je renonçais aussi définitivement aux abus psychologiques, à la manipulation mentale implacable et aux obligations interminables, épuisantes et non réciproques envers une famille qui me détestait secrètement. Enfin, le responsable professionnel des dépôts a souri chaleureusement, a tamponné le document final avec un bruit sourd, et a fait glisser un épais chèque de banque certifié à travers la table en verre lisse directement dans mes mains qui attendaient. J'ai baissé les yeux sur les chiffres imprimés. 280 000 euros. C'était réel. C'était finalisé. La maison appartenait officiellement et légalement à un homme nommé Richard qui prévoyait de vider violemment tout l'endroit à coups de masse le vendredi matin. J'ai serré sa main, je suis sorti du bureau et j'ai conduit directement à ma nouvelle succursale bancaire nationale. J'ai déposé l'énorme chèque de banque directement sur mon compte caché sécurisé et j'ai patiemment regardé le caissier confirmer que les fonds étaient entièrement compensés et immédiatement disponibles pour un retrait. Je suis retourné en voiture à la paisible maison de banlieue pour la toute dernière fois de ma vie. Il était exactement 13h. Le vol en première classe de mes parents depuis Miami devait atterrir à l'aéroport local à 15h,
ce qui signifiait qu'ils récupéreraient probablement leurs bagages excessifs et se gareraient dans l'allée vers 16h30. Je suis entré dans la cuisine vide, la seule pièce de la maison qui me semblait encore un peu familière, et j'ai placé une enveloppe blanche, simple et nette, exactement au centre du comptoir en granit sombre de l'îlot. À côté de l'enveloppe scellée, j'ai délibérément placé une petite clé USB rouge vif. J'avais passé 1 heure la nuit précédente assise dans le noir à taper une seule lettre incroyablement précise. Je n'ai pas crié dans la lettre. Je n'ai pas demandé de fausses excuses, et je n'ai certainement exprimé aucune tristesse ni aucun regret. C'était une déclaration de guerre purement factuelle et dévastatrice. La lettre disait « Howard, Cynthia et Valérie. Au moment où vous lirez ce bout de papier, je serai à des milliers de kilomètres et vous vous tiendrez à l'intérieur d'une maison que vous ne possédez plus. » J'ai trouvé l'iPad oublié. J'ai lu chaque message horrible dans le groupe de discussion La vie de rêve de Valérie. Je sais tout au sujet des 18 200 € que vous avez volés frauduleusement sur mes cartes de crédit, et je l'ai officiellement signalé à la banque et au département de police comme un cas de fraude criminelle. Mais plus important encore, je sais tout sur votre plan calculé et diabolique pour me mettre sous tutelle psychiatrique afin de voler cette propriété. Vous avez gravement sous-estimé mon intelligence et ma volonté de survivre. J'ai vendu cette maison hier à un investisseur au comptant. L'électricité, l'eau et Internet seront définitivement coupés dans exactement 2 heures. Le nouveau propriétaire légal vous fera arrêter pour intrusion si vous ne quittez pas sa propriété immédiatement. La clé USB rouge contient chaque capture d'écran de votre complot criminel. Si jamais vous essayez de me contacter, de me poursuivre en justice ou de trouver mon emplacement, je la remettrai directement au procureur de la République. Profitez des graves conséquences de vos vacances de luxe. Vous êtes entièrement livré à vous-même maintenant. Je suis sorti par la lourde porte d'entrée, j'ai verrouillé le pen dormant avec ma clé en laiton, et j'ai soigneusement laissé la clé cachée sous le paillasson pour que Rachel la récupère plus tard cet après-midi. J'ai chargé mes 2 lourdes valises dans le coffre de ma berline fiable. Je me suis tenu dans l'allée et j'ai jeté un dernier et long regard ininterrompu à l'immense maison. Je me souvenais très bien de tante Clara m'apprenant à cuisiner des biscuits aux pépites de chocolat dans cette cuisine quand j'avais 10 ans. Je me suis souvenu de la profonde sécurité que je ressentais autrefois à l'intérieur de ces épais murs de briques avant que ma famille toxique ne l'envahisse et n'empoisonne l'atmosphère. J'ai chuchoté un merci silencieux et incroyablement sincère à haute voix à Clara, espérant que son esprit comprendrait exactement pourquoi je devais laisser partir son généreux cadeau. Et puis je suis monté dans ma voiture, j'ai mis le contact et je suis parti sans jamais regarder dans le rétroviseur. Je n'ai pas conduit jusqu'à l'aéroport local. Les aéroports laissent une trace papier numérique hautement traçable exigeant une identification et laissant des traces des destinations exactes, et mon objectif principal était de devenir un fantôme complètement intraçable. Au lieu de cela, j'ai conduit directement au terminal de bus interétatique principal et animé situé à la périphérie graveleuse de la ville. J'avais déjà pris des dispositions pour qu'une société de transport automobile spécialisée et discrète récupère ma voiture plus tard cette semaine-là dans un parking couvert voisin et l'expédie en toute sécurité à ma destination finale. Je suis entré dans le terminal de bus bondé et bruyant, je me suis approché du comptoir, j'ai acheté un billet aller simple multi-état en utilisant des billets de banque neufs, et j'ai traîné mes bagages vers les quais de départ remplis de gaz d'échappement. L'air à l'intérieur du terminal sentait fortement le carburant diesel, la restauration rapide bon marché et le café rassis. Mais pour moi, à cet instant précis, ça sentait le paradis absolu. Quand j'ai finalement embarqué dans le lourd autocar au ralenti et que j'ai trouvé un siège côté fenêtre tranquille tout au fond, j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai systématiquement et définitivement bloqué le numéro de téléphone de mon père, le numéro de téléphone de ma mère et le numéro de téléphone de Valérie. J'ai même bloqué le petit ami minable de Valérie pour faire bonne mesure. Je suis ensuite allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai complètement supprimé tous mes comptes de médias sociaux dans leur intégralité, effaçant ma présence numérique d'Internet. Je coupais complètement le cordon ombilical numérique qui me liait à mon passé. Alors que le moteur massif du bus rugissait à la vie, vibrait sous mes pieds et s'engageait sur l'autoroute interétatique très fréquentée, laissant pour toujours derrière moi ma ville natale toxique, j'ai appuyé ma tête fatiguée contre la vitre fraîche. Honnêtement, je pensais que je serais triste. La société vous conditionne implacablement à croire fermement que couper les ponts avec votre famille biologique est une tragédie horrible, un échec moral massif d'amour, de pardon et de patience. Mais assise dans ce bus vibrant, regardant le paysage vert familier se fondre dans un territoire vaste et complètement inconnu, je n'ai ressenti aucune tragédie du tout.
J'ai ressenti une paix profonde, enracinée et inébranlable. J'avais passé 38 longues années à me rétrécir physiquement, à financer financièrement leur vie de privilégiés, et à attendre désespérément une petite miette de validation parentale qui n'allait jamais, au grand jamais, arriver. Ils pensaient avec arrogance que j'étais une vache docile et stupide. Ils pensaient vraiment que je les laisserais tranquillement et docilement m'enfermer dans une cellule capitonnée pour qu'ils puissent confortablement jouer à la famille avec mon argent. Mais ils avaient tout faux. J'étais une survivante et je venais d'exécuter sans faille l'évasion la plus grande et la plus satisfaisante de toute ma vie. Parce que j'étais à l'autre bout du pays dans un bus, je n'ai pas pu assister physiquement aux retombées immédiates et chaotiques de mon évasion. Mais j'en ai entendu chaque détail dramatique et satisfaisant quelques jours plus tard par Hélène. J'avais secrètement donné à Hélène un numéro de téléphone jetable temporaire pour me joindre une fois que je serais installé en toute sécurité dans mon nouvel appartement. D'après ces longs messages textes incroyablement détaillés, le retour arrogant de ma famille de Miami n'a été rien de moins qu'un désastre spectaculaire, très public et totalement humiliant. Ils sont arrivés à la maison de banlieue juste avant 17h jeudi soir dans un énorme SUV noir de luxe qu'ils avaient présomptueusement commandé depuis l'aéroport. Hélène a regardé derrière les rideaux de la fenêtre de son salon Howard, Cynthia et Valérie traînaient agressivement leurs lourdes valises bourrées de souvenirs dans l'allée en béton. Ils riaient bruyamment, la peau bronzée, se plaignant à haute voix du décalage horaire épuisant. Howard s'est avancé avec confiance sur le porche avant et a essayé de déverrouiller la lourde porte d'entrée avec sa clé, mais le cylindre de la serrure avait déjà été complètement remplacé par l'entrepreneur de l'investisseur plus tôt cet après-midi-là. Confus et agacés, ils ont commencé à frapper agressivement des poings sur la porte en bois. Quand absolument personne n'a répondu, Cynthia a sorti avec colère son téléphone portable pour m'appeler, probablement tout à fait prête à me crier dessus pour les avoir enfermés dehors de ce qu'elle croyait être sa maison. Bien sûr, l'appel n'a pas abouti, l'envoyant directement sur une tonalité de déconnexion. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la pelouse, la réalité terrifiante de leur situation a commencé à leur apparaître lentement. L'immense maison était complètement sombre à l'intérieur. Les lampadaires automatiques se sont allumés le long du trottoir, mais la maison coloniale est restée noire comme de l'encre car l'électricité avait été coupée avec succès à 17h. Hélène a dit qu'ils ont paniqué, qu'ils ont réussi à forcer une petite fenêtre latérale près du garage avec un tournevis sorti de leur bagage, et qu'ils sont entrés maladroitement dans la maison sombre. C'est exactement à ce moment-là qu'ils ont trouvé la cuisine complètement dépouillée de tous mes effets personnels avec seulement l'enveloppe blanche et la clé USB rouge reposant de façon inquiétante sur le comptoir. Hélène ne pouvait pas distinguer exactement quels mots étaient prononcés à l'intérieur des murs, mais elle a dit que les cris gutturaux purs qui ont éclaté quelques minutes plus tard étaient assez forts pour faire trembler violemment les fenêtres de son propre salon. Peu de temps après, Valérie est sortie en trombe par la porte d'entrée, faisant une véritable crise de larmes et de crise hystérique en plein sur la pelouse avant bien entretenue. Le véritable point culminant cinématographique, cependant, s'est produit environ 20 minutes plus tard. L'investisseur en espèces, Richard, est passé dans sa camionnette pour faire une dernière vérification de la propriété vacante avant l'arrivée de sa bruyante équipe de démolition le lendemain matin. Il a vu la fenêtre du garage cassée et les lumières frénétiques des lampes de poche de leur téléphone portable se déplaçant de manière erratique à l'intérieur du salon sombre. Richard n'a pas posé de questions ni essayé de négocier. Il a immédiatement appelé le département de police local pour signaler une effraction effrontée en cours. 2 voitures de patrouille sont arrivées en quelques minutes. Leurs sirènes rouges et bleues hurlaient bruyamment, illuminant toute la rue. Hélène a regardé avec une joie absolue et non dissimulée mon père, ma mère et l'enfant prodige être escortés de force hors de la maison par des officiers de police armés et qui ne trouvaient pas ça drôle. Ils ont essayé d'expliquer désespérément et agressivement qu'ils vivaient là, que c'était la maison de leur fille. Mais Richard a calmement montré aux officiers l'acte de propriété fraîchement signé et juridiquement contraignant, prouvant qu'il était le seul propriétaire légal. Parce qu'ils avaient physiquement cassé une fenêtre pour entrer dans une maison qu'ils ne possédaient pas, la police a fermement menacé de les arrêter tous les 3 pour effraction. Ils ont été humiliés devant tout le quartier, forcés de prendre leurs bagages chers et d'attendre sur le trottoir sombre un taxi bon marché, complètement sans abri, pendant que la police se tenait là et les regardait partir. Mais la perte soudaine de la maison gratuite n'était que le tout début de leur cauchemar éveillé. Le service des fraudes de la banque a agi avec une efficacité corporative impitoyable parce que les 18 200 € de frais de luxe avaient été physiquement effectués à Miami alors que mon téléphone portable. Le GPS et les données de localisation physique de mon travail prouvaient que j'étais fermement dans mon état d'origine.
La banque a facilement et rapidement déterminé qu'il s'agissait d'un cas flagrant de fraude par usurpation d'identité. Ils ont lancé une poursuite judiciaire agressive et implacable contre Howard et Cynthia, exigeant un remboursement immédiat. Environ 3 semaines après m'être installé en toute sécurité dans mon bel et nouvel état, j'ai reçu un email bizarre dans une ancienne boîte de réception secondaire que je consultais très rarement. Il venait de ma mère. Le ton de l'email était complètement méconnaissable. Disparue, la femme arrogante, condescendante et cruelle qui m'appelait avec désinvolture une vache stupide dans ses discussions de groupe privé. Au lieu de cela, le long email était un essai pathétique, rampant et taché de larmes de pur désespoir. Elle a écrit qu'il vivait actuellement dans une chambre de motel sale, exiguë et infestée d'insectes dans la pire partie absolue de la ville. La banque menaçait agressivement de porter des accusations de fraude fédérale et d'impliquer les autorités s'ils ne mettaient pas immédiatement en place un plan de remboursement massif et paralysant pour les 18 000 €, plus des milliers d'autres en pénalités sévères et en intérêts composés. La partie la plus satisfaisante et la plus poétique de tout l'email, cependant, a été sa mise à jour tragique sur Valérie. Au moment exact où l'argent volé s'est épuisé et où la luxueuse maison gratuite a disparu, le petit ami minable de Valérie l'a immédiatement largué. Puis, réalisant rapidement que ses parents étaient complètement fauchés, sans abri et confrontés à accusations criminelles imminentes, la précieuse enfant prodige a fait exactement ce que font toujours les parasites. Elle a abandonné le navire en perdition. Valérie a fait ses valises chères, leur a hurlé vicieusement dessus pour avoir ruiné sa vie et perdu la maison, et a déménagé entièrement hors de l'état avec un tout nouveau type qu'elle avait rencontré sur Internet, coupant complètement tout contact avec Howard et Cynthia. Ma mère m'a supplié dans l'email de s'il te plaît leur envoyer de l'argent, affirmant agressivement qu'ils étaient mes parents et que j'avais le devoir moral fondamental devant Dieu de les aider à éviter d'aller en prison. J'ai lu le long email 2 fois, sirotant calmement une tasse de café chaud dans ma cuisine lumineuse, ensoleillée et nouvellement meublée. J'ai souri d'un sourire sincère. J'ai cliqué sur le bouton de réponse et j'ai tapé une seule phrase incroyablement précise. Le plan machiavélique pour m'enfermer dans un service psychiatrique a échoué. Profiter de la dette écrasante et profiter de la rue. J'ai cliqué sur envoyer, puis j'ai définitivement supprimé tout le compte de messagerie, l'effaçant de l'existence. Ce fut la dernière fois absolue que j'ai interagi avec ou entendu parler de quiconque de mon ancienne famille toxique. Je vis maintenant dans une ville magnifique, vibrante et culturellement riche, entourée de montagnes imposantes. J'ai acheté un appartement confortable de 2 chambres avec l'argent de la vente aux enchères d'urgence, et il me reste encore beaucoup d'argent en toute sécurité sur mon compte d'épargne pour les urgences. J'ai rapidement trouvé un nouveau travail d'infirmière dans une clinique locale fantastique où mes collègues me respectent vraiment et apprécient mon travail acharné. Et j'ai lentement commencé à construire une belle famille choisie de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis exactement, pas pour les choses chères que je peux leur acheter. Je passe mes week-ends tranquilles à faire de la randonnée sur les sentiers de montagne, à lire des livres au soleil et à faire la grasse matinée sans la peur constante et tenace de me faire hurler dessus pour un article d'épicerie oublié. Les gens demandent souvent comment on peut guérir du grave traumatisme d'avoir été si profondément trahi par les personnes mêmes qui vous ont mis au monde. Ma réponse est simple, bien que jamais facile. Vous guérissez en vous éloignant courageusement et en ne regardant jamais, au grand jamais, en arrière. Vous guérissez en réalisant enfin que l'ADN biologique n'est pas une licence magique et incassable pour que quelqu'un vous maltraite, vous exploite et vous détruise. Si vous êtes assis dans une maison en ce moment et que vous vous sentez comme un distributeur automatique de billets non aimés et non appréciés pour des personnes toxiques qui vous prennent constamment tout en vous faisant vous sentir petit et sans valeur. Que mon histoire soit votre ultime signal d'alarme. Vous n'êtes pas piégé dans cette dynamique. Vous n'êtes obligé par aucune loi ni aucun code moral de vous immoler par le feu juste pour garder au chaud des personnes toxiques et ingrates. Coupez le cordon financier, faites vos valises et courez vers votre propre liberté. Ce sera la chose la plus difficile et la plus terrifiante que vous ferez jamais. Mais la paix profonde que vous trouverez de l'autre côté vaut absolument tout.